Depuis bien l'année, on entend une sorte de rengaine de quelques régimes politiques qu'il s'agisse, de quelques pouvoirs qu'il s'agisse. On parle toujours d'inadéquation, formation, emploi. Quand est-ce qu'on arrivera finalement à vaincre le signe indien? En tout cas, ce soir, dans la télé d'ici, on va essayer de diagnostiquer cette affaire et d'en savoir un peu plus et puis de se projeter sur un avenir radieux, on l'espère, avec deux invités. Nangaluru Thio, il est le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, et Zakaria Berté, directeur de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, l'IPNET. Avec donc nos deux invités, on en parle forcément. Et puis pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, Lati Ben sera en attraction et nous offrira notamment un mash-up de Stand By Me, du légendaire Benny King et Beautiful Girl de Sean Kingston. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, pour aborder tous les soirs à partir de 18h40, et cela du lundi au vendredi, des questions qui vous intéressent forcément. Et ce soir, on a choisi de parler d'enseignement technique et enseignement professionnel avec Nangaluru Thio. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Merci à vous. Merci également à Zakaria Berté d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, merci. On parle d'inadéquation formation-emploi. Est-ce que c'est toujours d'actualité en juin 2020 ? C'est une question qui demeure toujours. D'accord. L'objectif, c'est la recherche de la perfection, de mieux servir l'entreprise, de mieux servir la population en compétences. D'accord. C'est l'objectif de tout dispositif de formation professionnelle, allier le besoin des compétences des entreprises aux formations qui sont déroulées dans le dispositif de formation professionnelle. C'est en gros la mission de tout un dispositif de formation. Tous les jours, s'assurer que les formations que nous dispensons dans notre dispositif sont en lien avec le besoin de l'entreprise. D'accord. Zakaria Berté, j'ai failli dire Tom Cruise. Est-ce que c'est une mission impossible? C'est une mission possible. D'accord. Bon, très bien. On va en parler. Ça va, Pierre? Ça va, merci. Ça va, Princesse? Très bien, merci. OK. Le ministre Amadou Touré avait fixé récemment pour objectif, en tout cas pour le gouvernement, de relever le taux d'employabilité des apprenants de 14 à 50% en 2020. On est loin du compte ou ça va, c'est tenable? Je rappelle qu'on est en 2020. Très belle question. On a évolué en temps. De 14%, on est passé à... Aujourd'hui, on est à 36% l'année passée. Et donc, ce qui nous permet de toujours être dans le temps et d'espérer pouvoir atteindre. On espère que le Covid ne va pas être un élément qui va nous ralentir dans notre élan. Mais nous avions fixé le cap. L'ensemble des programmes qui devaient nous permettre d'atteindre cet objectif nous ont un peu ralenti avec la situation, mais je pense bien qu'on espère. On fera l'enquête bientôt. Nous faisons des enquêtes annuelles de suivi de nos diplômés. On verra le résultat. C'est bien de parler d'enquête. Comment vous mesurez justement l'employabilité? Comment vous mesurez ce taux de progression de façon concrète? Il y a un ensemble d'indicateurs de bonne gouvernance du système de formation professionnelle. L'objectif de ces indicateurs, c'est de mesurer l'efficacité externe de notre système de formation professionnelle. Oui, mais vous mesurez comment? Nous avons le premier indicateur que nous utilisons, c'est le tôt d'insertion professionnelle et qui nous permet de voir quel est le comportement des produits que nous mettons à la disposition des entreprises, comment ils se comportent en entreprise. Oui, mais justement, l'insertion n'est pas toujours aussi fiable. Ce n'est pas parce que j'engage des stagiaires, que j'emploie des gens, qu'ils sont forcément à la hauteur de ce que je veux. C'est peut-être parce que je n'ai pas le choix aussi. C'est une activité commune, aussi bien pour les entreprises que pour le système de formation professionnelle. Nous faisons, le dispositif est mis en place pour servir les besoins des entreprises. Tout à fait. Et l'ensemble de ces dispositifs que nous mettons en place, tout ce qu'il y a comme initiative que nous mettons en place,
c'est à parfaire toujours avec les entreprises. Zakaria, qu'est-ce qui a été fait en temps pour que Oui, les entreprises soient soudainement à 36% satisfaites aujourd'hui des produits que vous mettez, pour parler comme... oui, mais c'est la formation. C'est la formation de qualité qui a été dispensée d'abord aux formateurs. On a renforcé les capacités des formateurs. Ce qui est la vocation de l'IPNEP aussi. Tout à fait, qui est la vocation première de l'IPNET. C'est ce que nous avons fait parce qu'ils sont utilisateurs de nos produits formés pour former ensuite des jeunes gens. C'est cela. Donc, nous avons mis l'accent sur la qualité de la formation, ce qui a eu une répercussion sur la qualité de l'encadrement et qui a donné les résultats dont il parle. Et je voudrais juste ajouter qu'en matière d'appréciation de l'employabilité, il faut tenir compte de la satisfaction de l'employeur, de l'entrepreneur qui utilise les jeunes gens. Et de plus en plus, nous avons des échos provenant de l'entreprise où les différents responsables d'entreprise sont satisfaits des produits que nous leur offrons. Alors, vous êtes dans un domaine assez spécifique. J'ai bien envie de dire un domaine qui ne ment pas. C'est la formation technique professionnelle. Exactement. Ça n'a absolument rien de théorique, bien au contraire. C'est là où la pratique se pratique le mieux, pour ainsi dire. La vie réelle du métier. Absolument. Sauf que jusque-là, le plateau technique des établissements souffrait quand même d'une certaine caducité, si je peux le dire ainsi. Quels sont les efforts qui ont été faits entre-temps ? Non, il y avait aussi un besoin de construction de nouveaux établissements. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le ministre Mamadou Touré. Ouais. Ce n'est pas moi qui le dis, rassurez-vous. Non, aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'on dise que les équipements sont caducs. D'accord. Il y a eu un effort extrêmement important d'équipement de tous les établissements de formation professionnelle, y compris l'IPNET, qui est l'établissement que je dirige. Le plateau technique a été revu dans le cadre de plusieurs programmes d'appui à la formation professionnelle. Et sans doute, vous avez entendu parler du projet Proform, qui est un projet où l'Union européenne a appuyé non seulement l'IPNET, mais toutes les structures de formation professionnelle. Et dans le cadre de ce programme, les établissements ont vu leur plateau technique rénové. Et donc, aujourd'hui, nous avons des plateaux techniques qui nous permettent de dispenser un enseignement de qualité. En plus, dans le cadre d'autres projets, il y a eu la réhabilitation de la quasi-totalité du dispositif de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est donc bien nantie. La Côte d'Ivoire est bien nantie en formation professionnelle, même si on reconnaît qu'il y a des efforts, parce qu'on ne peut pas se contenter. Et l'effort continue, le progrès continu est une réalité. On doit maintenir le cap, aller plus loin, mais ce que nous avons actuellement est très acceptable. Alors, le président de la République a promis des millions d'emplois. Il y a eu effectivement des recrutements. Quels sont les secteurs ou les sous-secteurs qui ont véritablement bénéficié de ces recrutements de masse, si on peut le dire ainsi ? Je vais déjà rectifier que ou les métiers. Je vais déjà peut-être rectifier une chose. Nous sommes le secrétariat d'État à la formation professionnelle. Notre mission, c'est de former, mettre à la disposition des employeurs, des entreprises. Tout à fait. Et donc, si ce sont des questions liées aux recrutés, aux formés, aux diplômés du système de formation professionnelle, nous serons... Vous en avez mis combien à la disposition des demandeurs ? Nous travaillons sous la responsabilité du docteur Brice Kwasi, qui est le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Et donc, sous sa responsabilité, nous avons à orienter, appuyer tous les formés, ceux qui sont diplômés de nos établissements de formation professionnelle. Donc, en gros, ce sont les questions sur lesquelles... Oui, mais quand vous formez et que vous mettez... Je sais que Berthe pourra y répondre, pas de souci. Mais quand vous formez et que vous mettez à disposition, vous avez quand même des indicateurs sur le nombre de métiers demandés, sur le type de métier demandé. Bien sûr, bien sûr. Il y a aujourd'hui, avec le dispositif, disons, la relance, le boom économique que la Côte d'Ivoire connaît, il y a des secteurs qui sont visibles, qui sont pourvoyeurs d'emplois. Quand vous prenez aujourd'hui le secteur hôtelier, Abidjan est devenu un hub hôtelier. Quand vous regardez bien, il y a des hôtels par ici et par là. Donc, nous avons un fort taux d'insertion dans ce secteur. Vous avez également le secteur du bâtiment, qui est un secteur avec tout ce qu'il y a comme habitats sociaux, qui est en boom. Vous avez également le secteur de la distribution.
Vous voyez, les multinationales viennent s'installer avec les grands magasins. Donc, ce secteur de la distribution est aussi pourvoyeur d'emplois. Et vous avez aussi un ensemble de grands projets qui sont en train de se mener dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, je parle sous le couvert du DG qui va vous en parler tout à l'heure. Il y a tout un département de développement de l'agriculture qui est en train de s'implanter à l'IPNET et qui nous permettra d'avoir des formateurs pour ouvrir le système de formation professionnelle sur un secteur qui n'était pas assez couvert par nos dispositifs de formation. D'accord. Zakaria Berté qui voulait réagir par rapport à la même question. Votre question? Oui, est-ce qu'on sait dire aujourd'hui quels sont les secteurs ou quels sont les types de métiers qui ont vraiment bénéficié de cet embellie économique? Oui. Pour les métiers les plus demandés, pour faire simple. Oui, et en fait, ce que je voudrais dire à la suite de M. Thio, c'est que le secteur du BTP a connu, à cause justement des grands chantiers d'infrastructures, a puisé dans nos établissements. On a puisé beaucoup de sortants pour aller justement dans ce axe du développement de notre PND 2016-2020. Programme national de développement. Voilà, le plan national de développement. Donc, il y a le développement des infrastructures. Donc, le BTP a beaucoup marché. Et comme il a dit, avec le développement qu'a connu nos pays ces 10 dernières années, il y a le secteur de la restauration et du tourisme, impacté récemment par la crise de la Covid-19, mais ce secteur également a absorbé nos sortants. Si vous allez dans les établissements hôteliers et de tourisme, les sortants sont des produits de la formation professionnelle et technique. Et de nulle part, c'est de la formation technique et professionnelle. Très bien. Voilà. Nous avons également, comme il a dit, dans le domaine de l'agriculture, ce qui a valu à l'IPNET de créer récemment, c'est le dernier des départements nés. Et donc, nous avons la formation en agriculture, la formation des formateurs, je précise des formateurs, au métier de l'agriculture, la formation aux ressources animales et halieutiques et puis en foresterie. D'accord. Et donc, voilà, on essaie de balayer l'ensemble des chantiers de développement du pays. OK, alors, c'est bien de le dire. Dans le designing, dans la conception des curricula, quelle est la logique derrière? Est-ce que vous allez d'abord recueillir les besoins des entreprises et ensuite vous les mettez en place, ou est-ce plutôt l'inverse? Est-ce que vous avez ce don, cette science infuse qui vous permet de deviner tout de suite que dans 30 ans, les besoins Non, ça ne se passe pas, ça se passe pas comme ça. Non, et par votre question, on sent que vous connaissez très bien comment ça se passe. Nous avons mis nos différents responsables, les différents responsables qui sont succédés très récemment à la tête de la formation professionnelle, ont mis un dispositif aujourd'hui qui s'occupe très bien de cette problématique de l'adéquation formation-emploi. Des structures ont été mises en place. Il y a un cadre de concertation entre la formation professionnelle et le secteur privé. D'accord. Et donc, au sein du secteur privé, il y a une organisation. Il faut reconnaître que ce secteur privé est très dynamique. Dans le passé, s'occupait de ses affaires, ne regardait pas la formation professionnelle. Et la formation professionnelle, elle aussi, était tournée sur elle-même et formait... Chacun était dans son coin. Chacun était dans son coin. Voilà. Et ça n'existe plus. Il y a un cadre de concertation où, depuis les branches professionnelles, les besoins des branches sont bien précisés, les compétences sont bien déterminées avant de revenir à nous pour qu'ensemble, on conçoit des référentiels multi-compétences, des référentiels de formation, des guides pédagogiques, etc. Il y a un dialogue permanent, il y a un cadre de concertation. Voilà. C'est un terme très en vogue d'ailleurs, cadre de concertation. Et renforcement de capacité. Des concepts très en vogue. C'est des concepts de la formation professionnelle. Ça montre le dynamisme du secteur. Le lien avec le milieu productif est si fort que, comme il l'a dit, ce partenariat qui a été scellé à travers un texte, à travers des instances de partenariat pour animer les formations. C'est-à-dire, vous avez l'économie nationale qui a été structurée en 13 branches professionnelles, qui sont des sortes d'observatoires du milieu professionnel en termes de besoins de compétences pour la formation professionnelle, qui collectent ces besoins en information et qui les traduit en compétences en formation. C'est comme ça que le lien fonctionne. Et ça nous permet de rester à la pointe des besoins en compétences
des besoins en euros du secteur On va arriver à la productif, politique. Ne vous en faites pas pour ça. Voilà. Alors, Cheikh parlait Voilà de ce que mesures je peux tout dire. à l'heure. Oui. Est-ce que les formateurs qui sortent de chez vous ont une obligation de résultat ou des objectifs de réussite vis-à-vis des élèves dans les centres de formation pour vous permettre de mesurer justement la qualité de vos formateurs? Oui, les formateurs qui sortent de chez nous, il faut d'abord comprendre ceci. Le formateur qui sort de la formation, le formateur qui sort de l'IPNET a une double compétence. C'est-à-dire il a la compétence technique du métier, du cœur de métier qu'il va enseigner. Et puis ensuite, il a une deuxième compétence qui est la compétence pédagogique. D'abord, c'est le critère déterminant pour rentrer en formation. Vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas un vécu professionnel, comme on dirait, dans le corps. Parce qu'il s'agira d'aller avec les techniques pédagogiques et démontrer votre compétence que vous savez déjà démontrer sur un poste de travail. Donc vous voyez déjà les exigences à l'entrée. Et ces exigences ont été prises pour que justement la formation soit de très bonne qualité quand le formateur sortira de l'IPNET pour aller dans un lycée professionnel, un centre de formation professionnelle ou un centre de communication, de bureautique et de gestion. Voilà. Et donc ça, c'est les précautions que nous avons prises. Double compétence d'abord pour pouvoir aller faire la formation. Et en 2016, justement, il y a 400 000 jeunes du premier cycle au second cycle qui décrochaient du système scolaire. Oui. Avez-vous identifié en fait les causes? Et maintenant que les dispositifs de l'apprentissage sont mis en place, quel est le taux de décrochage? Il faut dire que ce taux a fortement chuté. Je n'ai pas le chiffre exact, mais il est clair que le dispositif d'apprentissage est venu pour prendre en main ces jeunes qui décrochaient. Environ 400 000 jeunes quittaient le système scolaire du premier cycle au second cycle. Quand vous faites ce chiffre, il était question que ces jeunes qui quittent le système scolaire sans qualification, puisqu'ils quittent l'enseignement général, sans qualification, sans diplôme, ce qui fait qu'ils ne savent faire aucun métier. C'était une situation assez dangereuse vu les différents vices qui peuvent courir. Donc il était question de mettre un dispositif qui permet de faciliter l'acquisition de l'apprentissage des métiers. Et donc, depuis 2016, effectivement, nous avons entamé une grande réforme de l'apprentissage, qui est ce système de formation qui permet à tout jeune d'avoir accès à la formation, aussi bien de courte durée que de longue durée, mais en relation avec les entreprises, le milieu productif, tout ce qu'il y a comme petite unité de production, que ce soit des grandes entreprises, que ce soit des entreprises artisanales, de pouvoir faire des allers-retours entre l'école et l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage dual. C'est-à-dire vous faites une journée ou deux à l'école et le reste du temps, vous apprenez... Une sorte de formation à mi-temps, on peut dire. Voilà, exactement. Donc c'est ce dispositif d'apprentissage dual que nous avons développé et qui permet aujourd'hui de former le plus rapidement et dans les zones les plus reculées et les jeunes, quel que soit leur niveau d'instruction. C'est un élément En très, gros, le très concept important. derrière, c'est vraiment d'apprendre un métier, de connaître un métier, Exactement. de savoir faire quelque chose de cette Et idée. avec le programme social du gouvernement, nous avons eu instruction de mettre la jeunesse en formation. Plutôt que de laisser cette jeunesse qui est victime de tout ce qu'il y a comme activité, l'incivisme, tous les mouvements de masse que vous voyez. Il est question d'ouvrir, donc de recruter en masse ces jeunes et de les mettre dans les différents métiers. Alors nous avons un recrutement en cours avec différents acteurs, autour de 6 000 jeunes qui vont être recrutés. Déjà depuis 2016 à aujourd'hui, vous avez près de 10 000 jeunes qui ont été formés aujourd'hui avec l'agence emploi jeune, l'HFOP je dirais. Donc plusieurs acteurs, il y a aussi le SCAD, un certain nombre d'acteurs. Aujourd'hui, l'apprentissage qui a été développé, ce dispositif devient un dispositif qui aussi combat l'insécurité. Parce que nous avons été sollicités dans la formation des jeunes en difficulté avec la loi. Nous avons été sollicités aussi pour la formation à la resocialisation des jeunes en situation de vulnérabilité accrue. Vous voyez que le métier est un outil
de lutte contre l'insécurité, est un outil d'insertion. Et donc, ce dispositif est mis pour ces cas particuliers. Le deuxième pan, comme le DG l'a dit, c'est de soutenir l'État à travers un dispositif de chantier-école dans la réalisation des grands chantiers, des grandes infrastructures de l'État. Mais c'est une fierté pour un jeune de savoir que j'ai participé à la construction de tel pont, un jeune Ivoirien. Et donc, ce dispositif est là pour soutenir l'État. Et l'un des exemples, c'est d'ailleurs dans le secteur des mines, où il y a des projets de chantier-école qui sont en vigueur. Je voudrais ajouter à ce qu'a dit M. Thio, un autre dispositif qui existe, je pense, pour récupérer ce que vous avez dit, les 400 000 enfants. Ce n'est souvent pas par insuffisance des résultats scolaires. C'est parce que quand ils regardent le parcours à faire pour se réaliser, c'est trop long et souvent, ils n'ont pas envie de rester longtemps. Il y a aussi les contingences sociales. On doit s'occuper de toute une famille. On estime qu'aller jusqu'au doctorat, c'est papier longueur. Voilà, c'est papier longueur, comme on dit. Et il y a des préoccupations d'insertion immédiate. Et par rapport à cette question qui a été bien adressée par nos différents responsables, des classes préparatoires ont été créées dès la fin du cycle primaire. Et ce sont des classes préparatoires, puisque quand les enfants sont très jeunes, vous ne pouvez pas les utiliser dans nos ateliers. Je vous ai dit, il faut une compétence professionnelle. Et dans les tours, les fraiseuses, vous ne pouvez pas mettre un enfant de 11-12 ans. On vous accusera d'ailleurs de préparer un enfant au travail précoce. Voilà. Et donc, nous avons des classes de préparation au CAP. Pour intéresser des jeunes gens qui ne veulent pas faire des études que vous avez qualifiées de papier longueur. Ce n'est pas moi qui qualifie. Non, ouais, c'est la société qui l'appelle ici. Voilà, c'est la société. Vous avez bien fait de nous rappeler, justement. Et donc, ce dispositif est là et on enseigne aux jeunes gens tous les métiers. On n'essaie pas de prédéterminer le choix d'un métier. Ils ont un ensemble de métiers qu'ils étudient. Ils voient les contraintes du métier, contraintes en termes de fatigue que ça peut induire, en termes d'investissement physique, etc. Et puis, ils essaient de voir aussi les gains possibles en exerçant ce métier, qu'est-ce qu'on gagne. Ils ont une série de métiers à étudier. Et puis, au bout du processus, au bout du cycle qui dure 2 ans, il doit prendre une décision. J'ai étudié un certain nombre de métiers, mais où je pourrais prendre la décision d'aller, en définitive, dans un centre de formation professionnelle et choisir et exercer un métier. C'est en cours. Je crois qu'il est maintenant temps, et certainement nos responsables nous mettront en mission pour cela, de faire le bilan de ce sous-programme qui a été mis en chantier depuis environ 2 ans, et de voir comment on peut contribuer justement à absorber les 400 000 chômeurs dont vous parlez. Alors, quand vous le dites, on remarque tout de suite que peut-être c'est une image qui colle à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, c'est d'être le réceptacle en fait de gens qui sont en échec scolaire. Comment on arrive à se sortir de cette image-là pour justement draguer des jeunes pour venir travailler? Oui. Il faut dire que ça a toujours été la mauvaise image qui a été attribuée à la formation professionnelle. On pense que c'est parce qu'on a échoué à l'éducation nationale qu'on doit aller à la formation professionnelle pour apprendre un métier. Mais c'est tout à fait le contraire. Vous savez, ce dispositif a été conçu depuis l'origine comme un dispositif d'excellence, avec la création des lycées techniques, vous le voyez bien, et qui ont donné des gens, des personnes, des personnalités de haut niveau aujourd'hui au sommet de l'État. Vous voyez bien, de la plupart, il y a beaucoup de ministres qui aujourd'hui sont passés par le lycée technique. Aujourd'hui, il est question pour nous, avec vous dans ces différentes communications, de faire comprendre que apprendre un métier n'a rien d'un échec. C'est plutôt l'aboutissement. Vous allez faire un long cycle, mais à la fin, avant d'aller exercer un métier, vous faites une formation professionnalisante. C'est cela. On va revenir à cette question très intéressante de Pierre sur notamment l'image assez négative que l'on garde quand même de ceux qui passent par ce que l'on considère comme des raccourcis. Exactement. Alors que certaines sociétés, notamment l'Allemagne, ont bâti carrément leur dispositif éducatif donc, sur ce système-là. On marque une pause, on revient dans quelques instants pour la suite de nos échanges sur NCI.
Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur RNCI pour parler ce soir d'enseignement technique et professionnel avec deux invités. On va marquer une pause assez brève, je pense, pour évoquer deux sujets d'actualité. Le premier sujet donc a trait aux inondations dans la commune d'Anyama et je rappelle justement qu'au sortir d'une réunion sur la gestion des inondations et leurs conséquences dans le Grand Abidjan, c'était hier, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre, a indiqué que le gouvernement va apporter assistance aux populations sinistrées de l'inondation intervenue dans la dite commune dans la nuit du 17 au 18 juin dernier. Nous devons travailler pour que ces populations retrouvent un cadre de vie normal, a-t-il assuré. Auparavant, Ahmed Bakayoko a exprimé la compassion du gouvernement aux populations et leur a réitéré l'appel les invitant à quitter les zones à risque et inondables en raison des fortes pluies qui s'abattent sur le district d'Abidjan. Faisant le point sur la situation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, a indiqué pour sa part que le drame d'Anyama a fait 16 morts, 733 personnes sinistrées, issues de 52 familles et plusieurs blessés. Voilà ce qu'il fallait retenir donc de ce sujet-ci. Autre actualité d'ici, toujours avec le ministre de la Défense qui assure, vous le savez donc, l'intérim du Premier ministre. Il a annoncé hier l'arrestation du chef du commando à l'origine de l'attaque du poste mixte armée-gendarmerie le 11 juin dernier à Kafolo, sous-préfecture de Sikolo, dans le nord du pays, et de plusieurs personnes directement impliquées. Nous devons continuer le travail pour que toutes les complicités nationales et internationales soient établies, a dit le ministre d'État lors de la cérémonie qui rendait donc hommage aux victimes de cette attaque. Et selon le ministre, certains compatriotes ont donné des informations aux assaillants dans le cadre de cette attaque. Ahmed Bakayoko qui a exprimé sa satisfaction quant à la capacité de réaction des soldats ivoiriens et à l'évolution des enquêtes. En attendant la date officielle, Ahmed Bakayoko annonce que le chef de l'État participera effectivement à la cérémonie d'hommage en l'honneur des soldats tués. L'attaque de Kafolo, il faut le rappeler, donc, avait causé la mort d'une dizaine de militaires ivoiriens. Voici donc s'il fallait retenir de l'actu d'ici. On revient donc à la question justement de cette image avilissante que d'aucuns ont de la formation technique professionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour changer la donne? C'était en substance la question de Pierre. Oui, comme je dis, cette vision, on annonce, nous travaillons à la faire changer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le tissu économique, dans l'ensemble des entreprises en Côte d'Ivoire, vous rencontrez du personnel formé par la formation professionnelle, l'enseignement technique. C'est une image qu'il faut changer. Et nous communiquons beaucoup à ce que les gens comprennent. Quand la période d'orientation scolaire arrive, il y a ces parents qui ont toujours cette difficulté à faire le distinguo. Et nous essayons de sensibiliser au maximum. Alors, pour le rappel historique, c'est important de le savoir. Hein. L'actuel président, quand il arrivait aux affaires début années 90, à l'appel d'Oufoué-Boigny, il avait constaté qu'il y avait une forte congestion au niveau des universités publiques. Il devait donc créer ce qu'on va appeler un peu plus tard les BTS, donc la formation supérieure professionnelle, qui était considérée à l'époque comme une sorte de mouroir. D'ailleurs, dans certaines chansons zouglou, on parlait de génération sacrifiée. Mais finalement, ceux qui avaient choisi d'aller faire le BTS sont ceux qui sont devenus des directeurs de société. Exactement. Et se retrouvaient donc à étudier les dossiers de candidature de ceux qui étaient encore à l'université. Est-ce qu'il faut considérer, pour encore rebondir sur la question de Pierre, est-ce qu'il faut considérer la formation professionnelle comme l'avenir? Exactement. Tout à fait. La formation professionnelle est l'avenir. Tout à l'heure, vous disiez que c'est une image. Effectivement, c'était une image avec un soubassement, j'allais dire, sociologique. Vous savez, au début de toutes les sociétés, il y a des professions qui sont présentées comme des professions attractives. Ça a été les professions libérales de médecins, de professeurs, avocats. Et quand vous n'étiez pas dans ce cadre, c'était considéré comme dévalorisant. Et malheureusement, c'est cette perception qui a duré dans le temps. Et c'est pourquoi je dis que les choses vont changer par rapport à deux réalités. D'abord, par nécessité. Aujourd'hui, l'accès, je vous dirais même en Europe, l'accès à ces professions de prestige du passé, médecins, avocats, deviennent contingentés. Les pharmaciens, tout ça devient contingenté. C'est-à-dire qu'on ne recrute pas beaucoup. C'est cela. Voilà. Et donc, l'accès étant contingenté,
pas beaucoup d'accès et on est obligé d'aller vers les autres métiers. Et donc, c'est pourquoi je dis par nécessité, de plus en plus de personnes iront en formation professionnelle. Et de l'autre côté, l'autre raison, c'est que la formation professionnelle présente un nouveau visage. On communique davantage et on présente des ateliers propres avec des équipements et même les tenues. Vous regardez, nos étudiants sont désormais en très belles tenues et les ateliers sont bien également tenus. Et je pense que... On a l'impression de regarder un spot qui appelle au recrutement de l'armée en France ou aux États-Unis, les GIs. Voilà. Bien présenté. Très bien présenté. Et donc, c'est l'avenir. Alors, donc, on essaie d'attirer ces jeunes-là donc, vers la formation professionnelle. C'est ça. Si le message passe, on en aura beaucoup qui vont venir. Est-ce qu'aujourd'hui, les outils qui vous permettent de mesurer l'écosystème du travail sont fiables? Est-ce qu'on ne risque pas un jour de se retrouver dans un système de congestion, comme vous avez parlé tout à l'heure, comme ça a pu arriver dans l'enseignement public? Est-ce que tous les outils aujourd'hui sont fiables? À combien de pourcents, si on peut avoir une idée? Est-ce qu'il y a de la prospective et du monitoring? Je ne suis pas très sûr d'avoir bien saisi votre question. Alors aujourd'hui, vous passez le message, vous voulez clairement plus d'élèves qui viennent en formation professionnelle. Donc ça implique, donc, comme on disait tout à l'heure, c'était en intro d'émission, qu'il faut avoir une bonne connaissance du paysage professionnel, de l'entreprise, de ce qu'il faut comme besoin en termes d'employés. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les outils qui permettent de mesurer, de connaître cet écosystème-là sont fiables? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec trop d'élèves qui se dirigent dans l'enseignement professionnel et se retrouver dans des systèmes de congestion, comme on l'a dit tout à l'heure? Je me dis que les outils qui existent sont des outils fiables. La concertation privée et secteur privé et éducation nationale, formation professionnelle, on a mis en place des structures, notamment les cartes de concertation école-entreprise. On a également vu du côté de l'entreprise les comités de branches, comme l'a dit tout à l'heure, le comité des branches, qui étudie l'évolution des branches professionnelles, les contraintes des activités professionnelles dans les 13 branches dont il a parlé. Donc je dirais que des outils sont mis en place pour adresser la problématique des besoins de l'entreprise. Donc, nous avons un outil qui permet actuellement à la formation professionnelle et au privé d'avancer sereinement sur des données fiables. Mais de l'autre côté, puisque vous parlez d'engorgement, de l'autre côté, le gouvernement fait un effort de construction de nouveaux établissements, justement pour accueillir davantage de jeunes gens. Je veux vous dire... Oui, mais là n'est pas la problématique. Les écoles, ce n'est pas un souci. On parle en termes de débouchés. Il ne faut pas qu'à un moment donné, qu'on recrute 10 000, 20 000 jeunes et qu'au bout du tunnel, finalement, il n'y a que 5 000 postes de disponibles. Voilà, en gros, est-ce que ce genre de prospective, ce genre d'analyse sur le moyen et le long terme sont faites? Oui, ces analyses sont faites. Vous y avez répondu. Ce sont des éléments qui s'accompagnent. OK, donc vous le faites. Non, mais je veux dire, parce que la solution, elle est envisagée, elle réside dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat pour que le jeune qui sort de notre dispositif ne peut pas toujours aller dans l'entreprise. Voilà, et l'entrepreneuriat se présente justement comme une alternative justement à la congestion. Moi, j'aurais aimé entendre une toute autre réponse. Oui, laquelle? Vous dites par exemple le besoin des entreprises sur les 10 prochaines années, c'est par exemple 30 000 postes dans la mécanique, 15 000 postes dans ceci, dans cela. Et puis le potentiel pour de l'entrepreneuriat privé, c'est peut-être par exemple 100 000, enfin en gros en termes de potentialité. En gros, je ne sais pas si Oui, on aurait aimé avoir des chiffres. Mais bon, c'est une réponse aussi. Non, oui, c'est une réponse. Est-ce que je peux voyez-vous, c'est une vision possible de la prospective. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, nous avons des données fiables. Je ne vais pas citer des références ici, mais qui montrent que vous avez 50% des personnes qui sont dans un emploi, compétentes à un emploi, qui n'ont pas de diplôme de sortie, qui n'ont pas le diplôme du métier qu'ils exercent. Oui.
Ce qui veut dire quelque part... C'est peut-être plus même en réalité, si ça se trouve. C'est ça la réalité. Je pense qu'il faut regarder autour de cette table, on va Voilà, comprendre. c'est ça la réalité. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une part d'incertitude. Oui. Et ce qui devient important pour gérer cette Si question... vous dites qu'il y a une part d'incertitude, Ah, c'est oui, inquiétant mais en quand, 2020. quand vous formez, quand vous avez 50% Oui, mais il de n'avait pas le choix personnes dans tous les cas. sortant Oui. d'un dispositif de formation qui ont un diplôme et qui finalement sont à des postes où ils sont très performants, mais ce n'est pas sur la base du diplôme de sortie. Oui. Ça veut dire que quelque part, quelque chose s'est passé. C'est Non, quoi? ça veut C'est dire que quelque part, les entreprises ont réalisé qu'elles n'avaient pas des diplômés ou des formés qu'il fallait, donc ont dû prendre des gens et les former, enfin, à leur propre sauce. Ça pourrait être ça. Je vous donne juste une stat et vous me dites si ça vous inquiète ou pas. On dit en 2030, 80% des nouveaux métiers en 2030 ne sont toujours pas connus à ce Tout jour. à fait. Est-ce qu'au niveau du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est des choses auxquelles on pense? Est-ce que ça inquiète? Est-ce qu'on travaille? C'est quoi l'attitude par rapport à cela? Je dirais qu'aujourd'hui, le dispositif que nous essayons de construire dans le cadre de cette réforme, c'est un dispositif résilient qui permet de prendre en compte tout ce qui est information venant du secteur productif. Bon, donc vous y avez répondu, il n'y a pas de problème. Le gouvernement a de nouveaux métiers, de nouveaux secteurs qui sont touchés. Okay. C'est important de l'ajouter. Si vous le dites, d'accord, très bien. Les secteurs des énergies renouvelables qui sont très porteurs aujourd'hui. Les secteurs de l'IT, du digital qui sont aujourd'hui avec la Covid. Il y a tout un ensemble de secteurs qui sont en train de s'ouvrir et donc des référentiels qui sont en train de s'élaborer en lien avec le secteur productif sur ce qu'on appelle l'APC et ainsi de suite. Donc vous avez un ensemble, on essaie d'être suffisamment résilient et adaptatif par rapport aux besoins du secteur industriel. C'est vraiment important. Moi, quand vous dites APC, je pense à Afrique, Pacifique, Caraïbes. C'est pas ça. Non, c'est l'approche par compétence. L'approche par compétence. C'est une nouvelle technologie pédagogique. C'est pas non plus le mouvement politique. Mais attention. Il y a la princesse. Est-ce que l'apprentissage est une formation justement qualifiante ou diplômante? Ce sont les deux. Il y a de l'apprentissage qualifiant, c'est le parchemin et la durée de formation qui détermine. Il y a de l'apprentissage qualifiant avec du CQP, du certificat des qualifications professionnelles, et vous avez de l'apprentissage diplômant. Et donc, par l'apprentissage diplômant, vous avez le CAP par apprentissage, le certificat d'aptitude professionnelle par apprentissage, le brevet des techniciens par apprentissage, le BT, et vous avez le brevet des techniciens supérieurs par apprentissage. D'accord, très bien. Et les diplômes obtenus en Afrique, malheureusement, ne sont pas reconnus en Europe. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, avec les formations, les contrats d'apprentissage qu'on a, est-ce qu'on peut accéder à un poste à l'étranger? Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, l'autre information me surprend parce que nous n'avons pas de problème avec tous nos diplômés qui sortent de la formation professionnelle, qui ont des bourses que l'État leur octroie, on a un bon système de partenariat, d'accréditation, de reconnaissance de nos diplômes à l'extérieur. À ce jour, la Côte d'Ivoire ne souffre pas de difficultés de reconnaissance de nos diplômes. C'est valable pour la formation professionnelle technique? C'est valable pour la formation professionnelle parce que chaque année, nous avons nos meilleurs diplômés qui vont à l'extérieur pour se former et qui sont encore meilleurs là-bas. Ça, ces diplômes sont reconnus, vous pouvez vraiment, on peut être formel là-dessus. Parfait. Alors on a trois grands ordres d'enseignement, donc on a l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et recherche scientifique, et donc le vôtre. Est-ce qu'aujourd'hui, pour le meilleur fonctionnement de l'apprentissage de l'éducation, est-ce qu'il y a une politique entre ces trois grands organismes-là de fonctionnement? Bien sûr, vous savez, on a aujourd'hui le dispositif de l'éducation-formation, c'est près de 7 millions de jeunes, d'enfants. Et nous sommes donc amenés avec des choix de société à collaborer. L'apprentissage tout au long de la vie fait partie du choix des sociétés. L'école obligatoire fait partie du choix de société de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, la formation professionnelle aussi bien que l'éducation nationale sont des éléments de la Constitution aujourd'hui. Donc, ce qui nous amène à travailler sur la gestion des flux entre les différents dispositifs. Vous allez voir que depuis 3 années, l'accès au brevet des techniciens, par exemple, était aux établissements, notamment pour le BT, le brevet des techniciens, était après concours, un concours d'entrée dans les établissements de formation professionnelle. Mais depuis 3 années, l'État oriente en moyenne chaque année près de 10 000 jeunes dans les établissements privés pour faire le brevet des techniciens supérieurs, le brevet des techniciens plutôt.
Donc, ce qui fait que nous avons ensemble conjugué nos efforts pour la régulation des flux au niveau de ces dispositifs. Et vous voyez qu'à un moment donné également, aussi bien au niveau gouvernemental, on a eu un seul ministère, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui demeure aujourd'hui, pour lequel il y a eu juste un secrétariat d'État qui a été mis pour adresser de façon plus précise la question de la formation professionnelle et l'enseignement technique. Donc, ce sont des activités que nous menons vraiment en grande synergie. Alors, certaines sociétés, vous allez réagir dans 30 secondes, certaines sociétés mettent l'accent plutôt sur les diplômes. Donc, on a des sociétés où on a beaucoup de docteurs, d'universitaires, sans plus. Mais pour la main-d'œuvre, ces sociétés ont recours malheureusement aux pays asiatiques. Enfin, malheureusement, je ne sais pas, à certains pays. C'est quoi le modèle de la Côte d'Ivoire? Vous avez une idée ou pas? Ce qu'on se dit, à compter de 2020, on va mettre l'accent plutôt sur la formation professionnelle technique. Ça sera d'ailleurs l'objectif ultime, enfin principal, sur une certaine période. Ou est-ce qu'on reste sur le même modèle, mais on rajoute la formation professionnelle? C'est quoi le modèle de la Côte d'Ivoire? C'est un modèle hybride ou... Non, le modèle de la Côte d'Ivoire, c'est lié à la question posée tout à l'heure, est très clair. Et d'ailleurs, je crois qu'en échange tout à l'heure, vous avez montré que vous maîtrisez très bien. Maîtriser, non, je ne pense pas, non. Vous connaissez le plan national de développement. Et disant, les ministres travaillent ensemble. Aujourd'hui, ils ne travaillent pas en vase clos. Et il y a un résultat d'impact. Et tous les ministres sont responsables de ce résultat d'impact, qui est la production des ressources humaines compétentes pour soutenir justement la quête de l'émergence. Voilà. Et donc, c'est à travers justement ces résultats d'impact recherchés par tous qu'il y a une cohérence d'action. Voilà. Donc, c'est un modèle mix ou hybride? Pour répondre à ma question. Non, je ne peux pas parler de modèle mix ou hybride. L'accent est mis sur l'acquisition des compétences. Exactement. Actuellement, que ce soit dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement secondaire, dans la formation professionnelle, l'accent est mis sur l'acquisition de la compétence pour exercer un métier. Je veux ajouter que... si ça dure 30 secondes, c'est bon pour moi. Je veux juste dire que l'un des choix stratégiques qui a été fait par l'État du Côte d'Ivoire, c'est le développement industriel. Et quand on parle de développement industriel, pour plus créer des emplois, pour plus créer de la richesse. Et créer de l'emploi, de la richesse, il faut des compétences pour les entreprises. Donc, ce qui fait que l'ETFP, l'enseignement technique de la formation professionnelle, a été interpellé à former des jeunes compétents, un capital humain assez compétent pour alimenter ces entreprises. C'est un élément important. Ce choix-là fait qu'aujourd'hui, la formation professionnelle devient une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire, inscrit dans la Constitution et qui œuvre avec divers projets pour non seulement augmenter les capacités d'accueil du système de formation professionnelle, mais aussi offrir de la formation de qualité et en même temps aménager le dispositif de sortie pour permettre l'insertion facile de ces dispositifs. On a compris. Voilà un peu ce que je veux. On a compris, bon. Voilà, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre que... pas convaincu. Non, c'est bon, c'est une réponse. Tout va bien, d'accord. Messieurs, on a parlé une quarantaine de minutes. Juste après la pause publicitaire, on fera juste un assez bref tour de table. Bougez pas, il y aura aussi Mme Tongpi et compagnie dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle d'enseignement technique et professionnel avec Zakaria Berté, directeur de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, et Nangaluru Thio, directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle. Avec eux, donc, on échange depuis maintenant une quarantaine de minutes. On va marquer une pause, messieurs. On a été, je pense, assez sérieux jusque-là. Il ne faut pas toujours l'être. Il y a le kiff du web. Tiens, Bon, le monsieur qu'on va voir dans quelques instants n'a pas besoin d'enseignement technique ni de formation professionnelle, mais il a utilisé un petit peu d'ingéniosité en images.
अब कुछ न कहें तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा है. Bon, j'espère que ça, on ne l'apprend pas dans les établissements de formation professionnelle. Hein. On apprend à manipuler le courant et tout, mais bon, de là à utiliser ces subterfuges, je ne sais pas. Pierre, vous aviez une question apparemment. Oui, alors beaucoup de métiers sont appris de façon traditionnelle. Est-ce que ces acquis-là, obtenus en milieu rural, sont valorisés dans ces formations-là? Oui, que le directeur. Parfait. Je vous dirais que nous sommes en train de... vous parlez là de l'apprentissage traditionnel. Traditionnel, oui. Il est question pour le dispositif de formation professionnelle de reconnaître ces apprentissages sur le tas. Vous avez un secteur informel très développé en Côte d'Ivoire avec des personnes qui ont acquis de ces compétences dans ce secteur en auto-formation. Vous voyez, comprenez la casse d'Abobo par exemple, c'est un secteur où il y a des compétences réelles qui ont été acquises. Malheureusement, ce sont des compétences qui ne sont pas sanctionnées d'une reconnaissance sociale, d'une reconnaissance nationale dans le système de formation professionnelle. Donc, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle le dispositif de valorisation des acquis de l'expérience, la VAE, la valorisation des acquis de l'expérience. Ce sont des parcours qui sont évalués. Et puis, si vous avez les mêmes compétences sur un référentiel de certification, si vous avez les mêmes compétences constatées après donc un test, vous pouvez avoir le même parchemin que quelqu'un qui a fait le parcours formel de formation. D'accord. Donc ce dispositif est en train d'être mis en place et nous allons vraiment... Parfait. Zakaria Berté, c'est quoi le défi, si vous deviez résumer cela en quelques phrases, le défi de l'enseignement technique et professionnel? Les défis de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aujourd'hui, c'est la mise à disposition de ressources compétentes pour soutenir l'émergence. C'est le premier point. Le défi, on l'a abordé tout à l'heure, c'est d'avoir une adaptabilité pour des métiers à apparaître. Exactement. Voilà, comment s'adapter, les métiers du numérique, les métiers de l'environnement, qui vont rapidement apparaître et qu'on ne voit pas aujourd'hui. Donc, les défis, c'est justement d'avoir une souplesse et préparer justement nos acteurs au changement de paradigme, au changement de mentalité vis-à-vis de l'évolution de l'environnement. Et peut-être avoir aussi une boule de cristal pour deviner ce qui va se passer dans l'avenir. Avoir une boule de cristal. Marquons une pause, monsieur. Non, je pense qu'on peut faire la prospective sans boule de cristal. C'est vrai? On peut faire la prospective sans boule de cristal. On va voir. On va voir avec Madame Tonkpi et compagnie. Il n'y a pas de boule de cristal. Ce soir, elle dit ne me touche pas. Bon, je ne sais pas de quoi parle le texte. Comme diraient nos amis enseignants, on regarde cela. Ouais. Chérie, par rapport à ce que la femme a dit tout à l'heure, il ne faut pas prendre ça au sérieux, il ne faut même pas croire. Moi, je ne connais personne ici. Je ne connais pas une fille qui s'appelle Fanta. Bon, je sais que la dernière fois, j'étais dans le quartier, il y a une fille vraiment qui est fessue, qui est venue me voir. Ah, tonton, est-ce que tu peux m'aider? Tout ça, j'ai des problèmes. Je lui ai donné un peu d'argent, c'est fini. Peut-être c'est là elle m'a vu. Donc, je ne sais même pas de quoi elle parle. Tu sais, ces gens-là, tu vois pourquoi j'ai... J'ai dit Norbert, tu te fous de qui? Je ne me fous pas de toi. Non, tu te fous de moi. Tu penses que moi, je suis ton enfant? Non, mais ces gens-là... Non, tu penses que... Ils ont souvent des bombes. Si on fait des histoires, ils vont venir exploser notre maison. C'est pourquoi j'ai tenté de manager. Regardez-moi ce menteur-là. Toi, tu as laissé la dame se moquer de moi dans moi-même ma maison? Non. Toi, tu as venu me dire quoi? Tu penses que je suis ton enfant? Tu penses que je suis ton enfant? Non. Norbert, je n'aime pas ça. Hein. Norbert, méfie-toi de moi. Hein. Méfie-toi de moi. Hein. Méfie-toi de ma colère. J'ai une colère monumentale. Hein. Norbert. Ou bien parce que je suis dans la maison, tu fais je ne parle pas. Hein? Tu crois que quoi? Tu penses que toi-même tu es qui? Non, mais il faut bien me regarder. Il faut bien me regarder, tu as compris? C'est parce que j'ai voulu faire du social que moi je suis venu vivre avec toi. Sinon, toi, tu fais quoi pour moi? Hein? Tu penses que je ne me vois pas? Hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méchant, d'aussi foncièrement méchant. Non, ben, tu es méchant. Tu es méchant au vrai sens du mot. Ça fait combien d'années tu es avec moi? Tu as fait quoi pour moi? Hein? Tu as fait quoi pour moi, toi, Norbert? Hein? Et puis on te parle, tu fais comme si tu dors. Mais je te dis, hein, je te dis, ça là, ça va finir. On peut faire ça à quelqu'un? On peut faire ça à quelqu'un? Hein? Ça, si c'est pas la méchanceté, la mauvaise foi, est-ce que ça là, on peut faire ça à quelqu'un? Ça, c'est de la méchanceté. Parce que ce genre de comportement, si tu n'es pas un homme méchant, tu ne peux pas te comporter comme ça. C'est parce que tu es mauvais que tu te comportes comme ça.
L'affaire de la fille Fanta, là, ce n'est pas la première personne qui me parle de ça. Beaucoup de gens ont parlé de ça dans le quartier. Et d'ailleurs même là, cette affaire de président des jeunes du quartier là même, tu ne feras plus. Comment on peut vivre avec une femme bien abattue de la sorte? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Hein? Avec ça, aujourd'hui, on parle des droits de la femme. Hein? Ça, j'ai perdu mes droits. Norbert, tu dors, tu vas te réveiller. Parce que c'est le moment où on doit parler. Faut te réveiller, hein? Norbert, il faut te réveiller. Tu te réveilles pas, non? Demain, tu vas te réveiller. On va parler de ça. Demain, tu vas te réveiller. De quoi peut-on parler le soir qu'on n'a pas pu évoquer dans la journée? Bon, elle s'est mise avec lui pour faire du social. Ça, c'est fort quand même. Hein. C'est quand même lourd. C'est énorme. Hein. Bon, marquons une pause. On va digérer tout ceci. On s'oxygène dans quelques secondes. On revient juste derrière pour le dernier virage de la télé d'ici sur NCI. Vivez l'enseignement professionnel et technique ce soir dans la télé d'ici, c'est le tout dernier virage. Alors Pierre, en 5 secondes, une petite question intéressante que vous aviez pendant la pub. Oui, alors on parlait de la validation de l'expérience acquise sur le terrain. Quand est-ce qu'on va pouvoir la constater en vrai, dans la vraie vie? La vie active. Question pour Thio. 45 secondes. Oui, il faut dire que c'est un dispositif majeur, c'est un indicateur de bonne gouvernance qui permet au système de formation professionnelle donc, de s'ouvrir plus au secteur informel, aux apprentissages dans le secteur informel. Vous avez la grande réforme de l'apprentissage qui a permis de prendre en compte tout ce qui est apprentissage en parcours, avec un cadre de certification clair pour ceux qui font les parcours de formation. Il y a aussi ce volet de certification des parcours dans le secteur informel. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, cet indicateur, qui est ce dispositif de validation des acquis, nous avons 1 année et demie pour pouvoir l'implémenter. D'accord. En termes de prise des textes, de cadres réglementaires à implanter, en termes d'élaboration des outils de certification, de reconnaissance de ces acquis, et puis en termes de mise en œuvre d'une phase pilote de certification de ces dispositifs. Donc 1 année et demie, il faut espérer que ça fasse effectivement 1 année et demie et que ça n'excède pas les 45 secondes qui vous étiez impartis. On soit vraiment dans le timing. Merci d'être passé à Thio, merci à Bertie Zakaria, merci à Pierre, merci à Princess, You Stand By Me, a Beautiful Girl, To Kill Me Softly. Enfin, non. Oh wow, that's nice. Ce sont les 3 titres que nous reprennent dans le T-Bun ce soir. C'était un mash-up, justement, Stand By Me de Benny King, et puis Beautiful Girl de Sean Kingston. Et on terminera peut-être donc avec Killing Me Softly de Fuji. Ce sera tout, on se retrouve demain. Be afraid, just like Fanta. You stand by me. Sweet baby, baby, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. My baby, my baby girl, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me.
Stronger to my heart, swung in my bed with his finger, singing my life with his word, killing me softly with his song, killing me softly with his song, darling, my whole life with his word, killing me softly. With his song, I feel with feathers, embarrassed by your cry, and I feel he'll find my letter, so reaching out the loud. I pray the would finish, but it just keeps right now, stuck in my bed, singing my life, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with this word, killing me softly with this song. Swung in my bed with this singer, singing my life with this word, killing me softly with his song, killing me softly with his word, telling my whole life with his song, killing me softly with his song. Yeah. Merci. Kevin, Vivien, Élisée, Geoffroy pour accompagner les chanteurs de charme, les vocalistes Daphné et Andy. Merci d'applaudir. Good job. Very good job.